Alors, nous allons reprendre avec la revue d'actualité de l'OCIR. Je m'excuse d'avance, je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai une voix aléatoire et je tousse. C'est dégueulasse. Donc, nous démarrons par les bulletins et failles, comme chaque fois. Avec les bulletins Microsoft. Donc là, comme à chaque fois, comparatif entre les bulletins Internet Explorer et Edge. Donc un certain nombre de vulnérabilités. 4 en commune ce coup-ci entre les deux navigateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vulnérabilité qui est un contournement des Same Origin Policy. C'est-à-dire que le fait d'empêcher, en cas de vulnérabilité type XSS, d'aller chercher un JavaScript ailleurs que sur le site victime de l'attaque. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une fonctionnalité qui est censée être au cœur du navigateur, et c'est exact, et la même se retrouve dans les deux navigateurs. Donc elle est là et là. Donc alors que Microsoft au début disait vraiment qu'Internet Explorer et Edge étaient vraiment deux moteurs totalement différents, là une fonctionnalité comme ça qui se retrouve dans les deux, enfin on trouve la même vulnérabilité dans les deux navigateurs, c'est quand même surprenant. Enfin, c'est pas surprenant, c'est que ce sont les mêmes développeurs et c'est ce que qu'ils ont tu dis à repris chaque une fois, en grosse plus. partie du Non, code. c'est le même À chaque Oui. revue d'actualité, on dit la même chose. Oui. Mais là, c'est vraiment flagrant avec ce type de fonctionnalité, enfin de contournement de fonctionnalité. Je vais passer rapidement les vulnérabilités Windows parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel ce mois-ci. Il y a quand même 16 vulnérabilités sur des documents Office, donc 16 exécutions de code à l'ouverture d'un document Office, Word, PowerPoint, etc. C'est quand même conséquent. Surtout qu'on peut les exploiter à partir de SharePoint, c'est-à-dire en uploadant un document sur SharePoint. Comme c'est le même moteur qui est utilisé pour parser les documents, on peut exécuter du code sur un serveur SharePoint. C'est intéressant. Bon, après des élévations de privilèges noyaux, bon ça je passe. Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire ce mois-ci sur Microsoft. Bon, comme à chaque fois, Microsoft continue de maintenir Windows XP Post-Ready, donc destiné aux points de vente et caisses. Pas d'advisories ce mois-ci. Alors, petit point sur Microsoft, c'est une redite parce qu'on en a parlé assez régulièrement. Oui, quand on a Windows 10, la clé que vous utilisez pour chiffrer le disque dur, donc avec BitLocker, est bien synchronisée chez Microsoft. Donc ça, c'est un article qui redit une énième fois que c'est le cas, mais oui, c'est bien le cas. C'est le cas quand tu n'es pas en environnement AD. Oui, et la problématique, c'est que c'est quasi impossible de désactiver la fonctionnalité. On peut juste, après coup, demander à ce que Microsoft efface la clé. Et espérer qu'il le fasse vraiment. Ou utiliser un autre moyen de chiffrement intégral, mais il n'y en a pas beaucoup de gratuits et de bien. Oui. Avec le même niveau de sécurité, Secure Boot, etc. Sinon, un autre point, c'est qu'Internet Explorer et Edge, ça va pas très bien en termes de présence au niveau de la population. Donc selon Net Market Share, moins de 26%, c'est 25,3 je crois, des internautes utilisent ces navigateurs. Ça prend en compte les mobiles ou pas? Parce que comme il y a quand même... J'ai vu Safari, mais je sais pas si ça prend en compte les mobiles. Parce que le mobile, ça doit faire bien 50% maintenant quasiment du trafic web, et du coup ça peut Il expliquer... n'y a pas de mobile Windows, ça n'existe plus. C'est fini. Non, ça n'existe plus, non. Si, il en reste encore 2-3. Ah. Autre point rigolo, c'est la dernière fois, je crois que c'était la dernière fois, on avait vu une vulnérabilité pour Microsoft Edge qui tenait en un tweet, et là il y en a une qui tient en moins de 70 caractères, et encore c'est pas la version optimisée. Bon. En JavaScript. Sinon, vulnérabilité système. Donc le mois dernier, nous avions présenté une vulnérabilité sur Roundcube, qui était un webmail en PHP et qui permettait d'exécuter du code, tout simplement en envoyant un mail et en jouant avec le destinataire du mail, puisqu'en fait, lorsque Roundcube utilise la fonction mail de PHP, il utilise un paramètre qui est ensuite passé directement en ligne de commande à sendMail. Donc on peut exécuter du code à ce niveau-là. Donc là, on a à peu près les mêmes vulnérabilités sur PHP Mail, un peu plus compliqué à exploiter, puisqu'en fait là, il faut utiliser. En fait, l'idée c'est d'aller exploiter une fonctionnalité de sendMail qui permet d'écrire dans le fichier qu'on veut les logs. Et donc en fait, on demande. Donc en fait, c'est encore la même chose, c'est des arguments non sécurisés sont passés directement à sendMail. Et là, l'idée c'est d'utiliser cet argument pour dire voilà, mon fichier de log, ça va être un fichier que je vais mettre à la racine de mon site web. Et je demande à ce que dedans soit écrit toutes les logs concernant les mails. Et il suffit que dans le contenu de mon mail, je mette par exemple du code PHP. Donc dans le fichier de log que j'ai renommé en PHP, sera écrit cette string. Et donc après, il me suffit avec un navigateur d'appeler cette page web et en mettant un paramètre que là je vais appeler P.
et donc je peux exécuter du code PHP et potentiellement peut-être aller même plus loin. Donc il faut que les permissions soient faites pour que Ouais. SendMail puisse écrire dans le répertoire web. Il faut que les Enfin, permissions, voilà. Mais c'est quand même très souvent le cas, et si ça marche pas, on a quand même le droit à plusieurs tentatives, on peut en faire autant qu'on veut, et puis pas à pas finir par trouver un répertoire où on peut écrire typiquement les répertoires qui permettent d'uploader les images ou des choses comme ça. PHP Mail a corrigé la vulnérabilité en rajoutant la fonction, je ne sais plus laquelle c'est Escape Shell CMD pour essayer de nettoyer les arguments. Sauf qu'en fait, il est possible de contourner. Donc une deuxième vulnérabilité est sortie très rapidement, permettant de contourner cette correction. Et il y a à peu près les mêmes vulnérabilités sur deux autres webmails qui sont SwiftMailer et ZenMail. Donc voilà, souvent dans la sécurité c'est un petit peu comme ça, si on trouve une vulnérabilité dans un terrain qui finalement n'a jamais été vraiment regardé, et puis on se rend compte que toutes les applications qui sont à peu près du même style sont vulnérables à cette famille de vulnérabilités. Le dernier est assez intéressant, c'est pas vraiment une vulnérabilité, mais la plupart des navigateurs aujourd'hui mémorisent un certain nombre d'informations pour faire de l'autocomplétion. C'est-à-dire quand vous avez un formulaire que vous devez remplir avec votre nom, votre adresse, souvent il autocomplète à votre place les informations s'il les a déjà. Et en fait, un chercheur en sécurité a réussi à détourner la fonctionnalité avec un formulaire en mettant en gros des champs input cachés. En fait, il les a pas cachés au sens hidden, il les a cachés au sens ils sont déplacés au niveau de l'affichage sur la page web avec des coordonnées négatives. Et il met donc adresse et plein d'informations comme ça. Et juste en mettant une première information comme prénom ou nom, je crois qu'il met les deux, nom et prénom, il arrive à récupérer toutes les informations qui étaient au préalable enregistrées dans le navigateur, enfin dans le cache d'autocomplétion du navigateur. Ça peut marcher aussi sur les mécanismes d'authentification, genre sur le mot de passe. J'ai vu ça il y a 2 ans, il y a des gens de 3 ans qui présentaient ça à la Black Hat Europe. Et enfin, en fonction des navigateurs et du gestionnaire de mots de passe des navigateurs, c'était plus ou moins simple. Mais il y en a qui vérifiaient pas forcément l'URL du site sur lequel tu étais. Donc si tu avais le champ qui avait le bon nom, ça complétait avec le mot de passe de ton Gmail par exemple. Oui, parce que l'intérêt de l'autocomplétion, c'est qu'une fois que vous avez rentré votre adresse, elle est enregistrée, et pour tous les sites qui ont un champ adresse, code postal, bah, ça le complète automatiquement. C'est pratique, mais c'est pas sécurisé. Ça, c'est assez intéressant. Donc, beaucoup d'antivirus, dont Kaspersky, font du man in the middle SSL pour protéger le poste de travail, afin de scanner tout ce qui est téléchargé, enfin tout le contenu web téléchargé, enfin page web et JavaScript, etc. Et donc ils font du man in the middle SSL en installant une AC auto-signée qui va signer tous les sites web pour vous, comme le feraient des proxys. Sauf qu'en fait, pour, je pense, de l'optimisation, ils réalisent une empreinte en 32 bits, donc très faible, de tous les certificats déjà validés. Donc en fait, il y a une attaque assez simple, c'est un utilisateur va sur un site légitime, Kaspersky réalise une empreinte du certificat, moi derrière je fais un man in the middle SSL, je génère un certificat dont l'empreinte, alors c'est un 32 bits, donc la collision est quand même assez simple à faire, donc je génère un certificat qui est la même empreinte, pardon, et là je peux usurper l'identité du site et faire du man in the middle. Bon, le dernier c'est une évasion de la sandbox FireJail qui n'est pas très compliquée. Netgear, donc ça c'est la page tapée sur une ambulance. Encore beaucoup de vulnérabilités sur les routeurs Wi-Fi et autres Netgear. Oui, je dis Netgear. Oui, tu dis Netgear. Oui, mais je dis Netgear, mais c'est à cause de la Game Gear quand j'étais gamin. Les publicités disaient Sega Netgear, alors que c'est Netgear. Pas Netgear, c'était la Game Gear. Donc Netgear, et on en reparlera tout à l'heure dans le Bug Bounty. C'est comme d'un niveau, c'est le niveau le plus bas de l'injection de commande. Quoi. Ça c'est pas mal. C'est le point virgule, c'est... Mais là, c'est encore mieux parce que sur cette version-là, on peut exécuter des commandes en tant qu'administrateur non authentifié et c'est une fonctionnalité. C'est normal. Alors ensuite, sur les piratages... Donc ça a été posté par Stéphane Borstmeyer. Apparemment, il y aurait eu une attaque BGP réalisée par les Iraniens sur des préfixes qui hébergeraient du porno pour rerouter le trafic ailleurs. En fait, il y a beaucoup d'IP qui hébergent des sites porno. Après, le deuxième est beaucoup plus intéressant. Donc, comme vous le savez, en Ukraine, il y a un petit peu la guerre contre la Russie, on va dire, officieusement. Et l'armée ukrainienne utilise donc des obusiers D-30.
Et ces obusiers sont très difficiles à configurer, il faut plusieurs minutes pour bien le configurer. Et donc, je crois que c'est un militaire ukrainien a développé une application sur Android qui permet de passer de plusieurs minutes de configuration à quelques secondes pour bien cibler la cible avec l'obusier et puis tirer. Voilà. Donc, ils utilisent une application sur leur smartphone Android. Et donc, apparemment, Fansibir, bon, clairement, enfin les Russes, comme l'application n'est pas signée, n'est pas publiée sur le store Google, donc les Russes ont réussi à récupérer l'application, à injecter une backdoor dedans, et donc l'ont fourni à un certain nombre de militaires ukrainiens. Donc ça s'est bien diffusé. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, il y a des stats sur toutes les unités d'artillerie ukrainiennes, toutes celles qui ont donc des obusiers D30, je crois qu'en 90% ont été détruites par les Russes. Alors que dans les autres unités, c'est pas du tout le cas. Les proportions sont pas du tout comme ça. Il suffit d'activer la géoloc, par exemple. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, donc comme les gens ont souvent activé leur géolocalisation par défaut sur leur téléphone Android, la backdoor envoie l'information aux Russes. Et puis après, ils n'ont plus qu'à cibler. Le problème est réglé s'il n'y a plus de D30. Donc c'est assez intéressant comme technique pour éliminer les forces adverses. Comment? Non, c'est pour calculer des coordonnées. En fait, tu as un petit pad, tu calcules les coordonnées et ça te donne les informations que tu dois rentrer dans l'obusier pour bien viser. Voilà. C'est une assistance à la programmation du tir. Mais ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai été surpris, j'avais découvert ça pendant la guerre en Irak, la dernière là, c'est que les forces armées américaines demandaient aux militaires américains de pas trop poster de photos sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont sur le champ de bataille, parce que les gars emmènent leur smartphone perso et donc postent ça sur Facebook avec la géolocalisation et tout. Et c'est quand même surprenant de voir ça. Un certain nombre de terroristes qui ont été attrapés comme ça. Aussi, ouais. Il y avait une histoire comme ça fameuse avec un terroriste qui avait fait un selfie avec derrière un panneau de là où il était. Ça vaut les cartes d'identité oubliées dans les voitures. C'est ça. Alors, ça aussi c'est plutôt intéressant parce que MongoDB par défaut n'est pas authentifié. Et donc alors j'ai mis milliers, mais en fait là on est à plusieurs dizaines de milliers de bases de données MongoDB directement accessibles sur Internet, sont en ce moment prises en otage par des criminels qui donc volent les données, enfin effacent les données ou les chiffres et demandent une rançon en Bitcoin qui est quand même assez conséquente. C'est N26 là. Ouais. C'est N26 là? Alors, regarde l'URL. Ah, je corrigerai. Et donc. Du coup, simplement, on a des clients qui sont arrivés pour MongoDB. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas exposer sa base de données sur Internet sans authentification. Et dans l'idéal, pas l'exposer sur Internet. C'est un premier pas, je pense. Bon, le second est intéressant. C'est suite à une présentation à la CCC il y a quelques semaines. Donc, en gros, une banque allemande. Bon, en termes de sécurité, c'est vraiment pas ça. Il y a énormément de problématiques. Bon, à la limite, je vous laisserai lire l'article. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, en France, on pense qu'on est beaucoup mieux protégé, mais finalement pas tant que ça, parce que je sais plus quelle banque c'est. Je l'ai pas mis, mais c'est. On peut pas dire. Hein. Non. Bon, c'est dans le tweet. Ah oui, mais bon, une personne qui s'est plainte sur un tweet en disant c'est inadmissible, mon mot de passe ainsi que mon login sont envoyés. Alors il a mis non chiffré, ce qui n'est pas vrai. Oui. Mais c'est vrai que dans l'URL, il y a un get avec login et code PIN qui permet d'accéder au compte bancaire. Alors c'est chiffré, là je l'ai bien mis, il y a bien HTTPS. Pour s'authentifier, il faut envoyer son mot de passe. Quoi. Ouais. Après, tu as des sites qui font avec des coordonnées de grille où tu valides des numéros sur ta grille. Ce sont les coordonnées de la grille qui sont envoyées, la grille change à chaque fois. Oui, mais ça a été cassé par Nicob en 2006 ça dépend, au stick. Ça dépend des grilles. Non, parce qu'il y avait un malware qui prenait une vidéo chaque fois que tu faisais le truc. Donc ça dépend. À chaque clic, même ouais, un screenshot à chaque clic. Ça... Donc, et pour N26, alors certes, il y avait pas mal de choses. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est la réactivité, puisque tout a été corrigé avant le disclosure, ce qui ne serait pas forcément le cas partout. Ouais, c'est sûr. Et c'est pas qu'une banque allemande, hein, vous pouvez avoir des comptes en France aussi dessus. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de clients, ils ont quelques centaines de milliers de clients, je crois. Ouais, mais tu peux avoir un compte en France. Voilà. Côté malware, bon, plein de rançongiciels, un en particulier qui s'attaque aux RH. Donc effectivement, les RH sont facilement attaquables, puisqu'en fait leur métier c'est de recevoir des CV et de gens qu'on connaît pas. Pardon ? De personnes qu'elles ne Oui, connaissent de pas. personnes qu'elles ne connaissent pas.
et de les ouvrir. Alors là, l'attaque est un peu plus maligne parce qu'en gros, ça envoie un premier fichier PDF sain, suivi d'un document Excel, donc qui contient une macro, qui exécute du code, etc. Et qui contient une espèce de formulaire à remplir. Enfin, j'ai pas très bien compris l'intérêt, mais bon, autant envoyer directement un document Word au RH avec le petit message. Un document non compatible, pour activer la compatibilité, il faut cliquer sur activer les macros et voilà. Pour ça, chez nous, en fait, on a développé un petit outil rapidement en Python qui est basé sur les outils OLEDump et MacroRaptor de Philippe Lagadec. Et l'idée, en fait, c'est que les RH, quand elles reçoivent un document Office par mail d'une personne qu'elles ne connaissent pas, et même qu'elles connaissent, elles font un drag and drop dessus sur une petite icône qui exécute le truc et qui dit s'il y a une macro ou pas. Et s'il y a une macro, si c'est plutôt plus ou moins malveillant, c'est-à-dire si ça exécute du code, si ça écrit sur le disque. Et le troisième, si ça s'auto-exécute. Si tu sais identifier automatiquement une macro malveillante sur la base titulaire, tu pourras mettre en place ça sur tes passerelles. Oui, et la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit ouais, mais c'est trop compliqué à maintenir. Je dis mais attendez, mais le code source il est disponible, c'est open source, en plus c'est français. Oui, mais tu sais, c'est compliqué, tu te rends pas compte, les effets de bord, les faux Il positifs. y a un autre problème juridique, le fait d'ouvrir un mail qui n'est pas ta destination. Je suis pas d'accord parce que toutes les solutions de sandboxing aujourd'hui de mail ouvrent entre guillemets le mail et la pièce jointe. Donc non. Et Google aussi. Et Google aussi. Même si c'est dans un zip chiffré. Et Office 365. Donc non, je pense pas qu'il y ait de problème juridique à ce niveau-là. Non, mais je veux dire, automatiser ça, c'est dans les solutions de sandboxing, tu pourrais aussi avoir le petit truc qui va qualifier ton document Office et savoir s'il y a une macro dedans ou pas. Juste ça. Ou tu peux l'ouvrir en ligne, si justement tu utilises Office 365 ou les équivalents chez Google. Le rançongiciel qui te propose comme alternative de plutôt que payer ta rançon, de contaminer deux autres personnes. Oui, j'en ai pas parlé, mais il y a eu ça effectivement. Oui. Bah, c'est un petit peu comme le. Et qui s'excuse de t'avoir chiffré, mais c'est le travail de deux étudiants iraniens qui parlent en rouge, et ta rançon servira à financer des œuvres voyageurs. Bah, c'est un petit peu comme le troisième qui est un rançon logiciel qui, pour déchiffrer vos données, vous oblige à lire 2 articles de sécurité. Les articles sont pas mal, oui. Et donc si vous avez lu les 2 articles, là le rançongiciel déchiffre vos données. Ouais, je pense que... Alors au niveau des malwares, je sais pas qui a des Android et joue à Mario, mais si vous avez joué à Mario, vous avez essayé de télécharger Mario sur Android en décembre, c'était un malware. Donc les préinscriptions viennent d'ouvrir, donc le jeu n'est pas encore sorti sur Android. Il fallait avoir un iPhone. Là c'est Barnes & Noble qui est le plus gros vendeur de livres, libraire. Anglais. Aux États-Unis qui fournit des tablettes qui étaient pré-backdoorées, un peu comme les je sais pas, 700 ou 800 millions de smartphones pré-backdoorés qui ont été vendus aux États-Unis. Comme des caméras de surveillance aussi, des prises connectées. Des disques durs. Disque dur aussi. Quand Surcouf existait, tu achetais un disque dur et tu avais ton petit malware préinstallé. Pas mal. Sur la partie SCADA, j'ai mis 2 petites vulnérabilités, il n'y a pas grand chose. Le premier, c'est intéressant parce que les automates Siemens S7300 et 400, c'est quand même ce qu'il y a de plus répandu chez nos clients. Première vulnérabilité, déni de service sur le port 80, bon ça à la limite on peut le désactiver. En revanche, la deuxième est intéressante, c'est le port métier qui est utilisé par Siemens, un protocole S7 sur le port TCP102. On peut récupérer les éléments d'authentification qui vont permettre ensuite de récupérer le programme de l'automate, de le modifier et de l'uploader sur l'automate. Deuxième point, contournement de l'authentification dans les automates Wago. Bon, c'est pareil, hein, c'est quasiment une fonctionnalité, il suffit d'accéder à une URL spécifique. C'est un peu embêtant. C'est une fonctionnalité. C'est une C'est le fonctionnalité. recovery. Alors sur la partie IoT, rançongiciel sur les téléconnectés, je trouvais ça intéressant aussi, parce que c'est quand même assez emmerdant quand il faut payer une rançon pour regarder la télé. Bah, c'est déjà le cas aujourd'hui, non? Ça- Sur les frigos, ça ferme la porte. C'est vrai que ça C'est existe déjà le déjà, cas ça aujourd'hui, mais s'appelle ça la s'appelle la redevance. redevance. Ouais. Le deuxième, c'est un document qui est super intéressant, qui est fait par MWR Labs. C'est un document assez long sur des recommandations pour l'usage sécurisé de LoRa. On en a pas mal parlé. C'est un protocole de communication à très bas débit, mais à large couverture et à très faible consommation électrique, qui est destiné à l'IoT plutôt professionnel.
par exemple des capteurs d'humidité que les agriculteurs vont mettre partout dans leurs champs. En revanche, la sécurité qui est embarquée n'est pas formidable. Du coup, là, vous avez des recommandations pour utiliser ça de manière sécurisée. Ça, c'est intéressant. La FDA, donc la Food and Drugs Administration, qui publie un guide final sur la gestion des appareils médicaux, notamment à partir du moment où ils ont été vendus. Donc, comment est-ce qu'on doit gérer le cycle de vie quand on est fabricant d'appareils médicaux. On en a pas mal parlé en 2016, notamment les pompes à insuline et également les pacemakers et autres appareils qui permettent de surveiller son rythme cardiaque à domicile. Et le dernier, c'est comment utiliser une TPM pour l'IoT, quels sont les cas d'usage et finalement comment, si vous êtes sur un système standard de type Linux, ça donne quelques exemples simplifiés d'utilisation d'une TPM pour des opérations cryptographiques assez simples comme chiffrement de disque et ou enclave sécurisée. Alors, ah oui, le premier est assez intéressant. C'est une technique qui permet d'infecter un poste tout simplement en utilisant un fichier raccourci et en utilisant uniquement des outils Microsoft, donc signés et qui ne posent pas de problème en termes de sécurité. Et en fait, l'idée, c'est d'exécuter BitsAdmin, qui est l'outil qui permet de télécharger en fond de tâche quelque chose sur Internet et de lui faire exécuter ce qui a été téléchargé. Donc typiquement, c'est on télécharge un fichier temp quelque chose, un exe, et après on va l'exécuter en exécutant avec une ligne de commande. C'est plutôt simple, c'est assez malin, et puis ça marche bien. Et ça me permet de ne pas avoir de payload avec une signature malveillante sur le poste. La deuxième technique est assez intéressante, c'est pour changer les mots de passe des utilisateurs. L'idée, c'est de le faire directement dans la base de registre. Et le gros intérêt, c'est qu'on ne laisse pas de traces dans les logs quand on fait ça. Donc en intrusion, ça peut être très intéressant. Le dernier aussi est assez intéressant, c'est que si vous n'avez pas NLA d'activer sur un serveur, en modifiant un fichier RDP, c'est-à-dire quand vous ouvrez le MSTSC, donc l'outil qui permet de faire du RDP sur un serveur Windows ou un poste, vous enregistrez le fichier que vous avez préconfiguré dans un fichier, et vous modifiez le fichier en rajoutant juste ça, et quand vous vous connectez à un serveur, ça vous permet de lister tous les comptes tous les utilisateurs qui sont logués sur le serveur. Donc ça permet de faire une prise d'empreinte et d'avoir des noms de comptes intéressants potentiellement. Je crois que c'est directement intégré aujourd'hui dans les dernières versions de Nessus, et ça permet d'avoir carrément une capture d'écran de la fenêtre d'authentification de tous les comptes qui sont logués sur le serveur. Ça, j'ai trouvé ça amusant. C'est quand on fait de l'audit, un des intérêts, c'est de récupérer la base SAM locale afin de pouvoir essayer d'en récupérer les hashes offline, c'est-à-dire sur son propre poste. Beaucoup de techniques existent pour récupérer ces fichiers-là, en particulier reg.exe avec la commande save. Mais il y a une technique assez intéressante qui consiste à utiliser les shadow copies, les volumes shadow copies, en gros les freezes de votre système passé, juste en fait en browsant votre poste avec le partage $C qui est par défaut, avec la date du volume shadow copy. C'est assez rigolo, je ne savais pas qu'on pouvait browser comme ça directement les volumes shadow copy, et on peut le faire directement comme ça. Et sur un contrôleur de domaine, on doit sans doute pouvoir faire de même pour récupérer NTDS. Ouais. Donc là, l'intérêt, c'est comme d'habitude, on force un volume shadow copy, et après on va récupérer les fichiers directement dans la copie. Au lieu de le faire comme on le faisait avant avec des outils qui permettaient de récupérer le contenu du volume. Je pense qu'en termes de log, c'est plus intéressant aussi. Ça laisse pas de log. Plutôt que d'essayer de dumper ntds.dit, là il est déjà accessible. C'est ça. Ça aussi, c'est plutôt intéressant, c'est utiliser donc des objets COM et DCOM à distance de Microsoft pour essayer de faire de la progression et du pivot. En fait, DCOM, cet objet en particulier, c'est un objet de la console MMC, donc qui permet de manager certaines fonctionnalités AD ou POST. Et en fait, elle dispose d'une méthode, je l'ai mise là, qui permet d'exécuter du code. Ne me demandez pas pourquoi. Mais donc en fait, il est possible d'exécuter du code sur un serveur et de demander à un serveur d'exécuter du code sur un autre serveur. Donc ça permet de faire du pivot et de progresser sur un audit. Il y a une autre fonctionnalité, enfin une autre classe qui s'appelle HXHelpPaintServer, qui dispose aussi d'une méthode execute qui permet d'exécuter du code, mais uniquement localement. Il y a un outil qui a été développé par James Forshaw qui permet de browser tous les objets COM, dont j'ai totalement oublié le nom, mais si vous allez regarder sur le blog de Google Project Zero, vous avez des articles donc, de James Forshaw qui utilise cet outil-là et qui est assez intéressant pour découvrir des méthodes non documentées des objets comme Microsoft et pour pouvoir découvrir de nouvelles fonctionnalités intéressantes. En fait, par exemple, cet objet n'est pas documenté.
Et le dernier, je l'ai ajouté parce que Benjamin a un peu critiqué ça sur Twitter. Donc en gros, c'est une personne qui explique comment. Alors, juste, je fais un petit backup. Invoke Mimikatz, c'est un outil développé en PowerShell qui permet de loader l'outil Mimikatz directement en mémoire sans avoir le binaire sur le disque. En fait, le binaire est encodé en base 64 directement dans le fichier PowerShell. Et le fichier PowerShell, tout en PowerShell, utilise les API Microsoft pour loader le binaire en mémoire et l'exécuter. Donc l'intérêt, c'est qu'on contourne toutes les signatures antivirales, etc. Puis qu'on n'est même pas obligé d'avoir la chose sur le disque dur. Donc en fait, c'est quand même détecté par les antivirus. Et une personne s'est amusée à essayer d'enlever les commentaires, les noms des méthodes, etc. ou les changer pour ne plus être détecté par les antivirus. Ce à quoi Benjamin a dit oui, mais enfin, déjà Mimikatz, c'est pas un virus, donc ça ne devrait pas être détecté par les antivirus. Et en plus, un certain nombre de versions de Mimikatz ne sont même pas détectées par les antivirus de toute façon. Effectivement, certaines versions, je crois qu'il y a des versions de juillet qui ne sont pas détectées. Et puis si vous voulez vous simplifier la vie, avec un outil comme Resource Hacker, vous pouvez modifier donc l'icône de Mimikatz et les métadonnées comme les string file info. Et là, le binaire est plus du tout reconnu par les antivirus. Ou prendre le code source et changer Mimikatz Oui, par ou autre chose. le recompiler avec autre chose que Visual Studio et il n'y aura plus de problème. Donc ça, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc les délégations contraintes de privilèges. Je ne sais pas si la traduction en français c'est exactement ça. Délégation contrainte de privilèges. Ouais, ok. Et donc encore une fois, Benjamin avait déjà publié des outils dans Mimikatz qui permettaient donc d'exploiter cette fonctionnalité que j'appelle tout simplement de l'usurpation d'identité. Et donc là, il y a Armjoy qui est l'auteur, le co-auteur du framework dont on a parlé tout à l'heure, Empire, qui permet de faire de la post-exploitation, qui a développé un outil qui s'appelle S4U Pawnage qui permet d'exploiter ces fonctionnalités. Et puis ça, c'est rigolo parce que c'est la première fois qu'on voit publiquement un exploit, donc une vulnérabilité Windows exploitée en PowerShell avec un spray mémoire, c'est-à-dire le positionnement en mémoire du payload un peu partout, comme un spread, pour essayer d'exécuter du code quelque part et puis de tomber dessus à un moment ou à un autre. Donc c'est directement en PowerShell, donc c'est vraiment très puissant PowerShell, c'est très intéressant. Là, le dernier, mais en fait il est possible sur macOS sans droit d'administrateur de récupérer les clés WPA, c'est-à-dire du Wi-Fi. Sauf qu'en fait, Apple considère que ce n'est pas un élément secret ayant à être protégé. Donc bon, voilà. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que si on fait du phishing avec un document Word, enfin document Office sur du macOS, l'intérêt de macOS, au niveau Office, c'est qu'on est quand même dans une sandbox assez limitée et on peut faire beaucoup moins de choses que sur Windows. Mais là, en fait, on peut quand même récupérer les clés Wi-Fi. Donc ça peut être un peu embêtant. Après, c'est pas idiot de considérer que c'est à la main de l'utilisateur. Les clés Wi-Fi en général ou plutôt les clés WPA? Wi-Fi. Bah, si c'est du web, on n'a pas besoin de faire de phishing pour les récupérer. C'est plus dans ce sens. Les WPA PSK, ouais. Oui, alors j'ai mis quelques ressources. Le premier, c'est si on a si on a un poste sur lequel est installé McAfee IPO et qu'on veut récupérer un mot de passe, il y a quelqu'un qui. Ce qui est intéressant, c'est la démarche aussi pour retrouver comment ce mot de passe est obfusqué. Donc ça, c'est assez intéressant. Deuxième point, on parlait de FanCyber. A priori, il y aurait le code source qui a été publié. En tout cas, il y a un répertoire sur GitHub qui contient quelque chose qui y ressemble. Après, moi, Le code source en fait a été récupéré par des chercheurs en sécurité de je sais plus quelle boîte, mais par plusieurs personnes qui n'ont pas communiqué entre elles et qui l'ont récupéré parce qu'en fait, même les pirates font des erreurs. Le code était apparemment publiquement accessible dans un répertoire où les droits n'avaient pas été bien positionnés et donc le code source a pu être récupéré comme ça avec pas mal d'éléments. Est-ce que c'est le vrai code source? En tout cas, ça peut servir. Et d'ailleurs, ça a servi d'argument aux pro-russes pour dire ok, les Américains, vous dites que FanCyber, c'est nous les Russes, mais le code source, ça fait un bout de temps que tout le monde l'a, donc l'outil peut être réutilisé, pas forcément par nous les Russes, donc c'est pas une preuve comme quoi FanCyber c'est bien russe. Des commentaires en russe. Comment? Oui, mais ça. Des commentaires en russe. Ouais, enfin, n'importe qui peut en écrire en russe. Il travaillait qu'aux horaires de travail russe aussi. C'est de la désinformation, ça. Enfin, c'est comme Zeus à l'époque, on dit que c'était les Russes, c'était pas les Russes, c'était un poil plus à l'ouest.
Mais il parlait russe, effectivement. Enfin, c'était pas Biélorussie, c'était. Si, c'était Biélorussie, je crois. Je ne sais pas. En tout cas, on ne peut pas se baser là-dessus pour faire une vraie attribution. Ensuite, quelques ressources pour parser des données binaires, que ce soit sur des fichiers ou dans des protocoles réseau. Ensuite, un équivalent de DEM Vulnerable Web Application, mais uniquement dédié au WebSocket, pour s'entraîner justement, pour comprendre comment ça marche et comment attaquer, c'est toujours assez intéressant. Un équivalent de CratMapExec, Invoke the Hash, pour faire de l'exécution de commandes à distance si on a récupéré un hash NTLM ou si on a le mot de passe de quelqu'un. Et quelqu'un qui explique un peu comment faire en sorte d'exécuter du PowerShell en mémoire sur une machine distante plutôt que de l'écrire sur le disque. Comme tu l'expliquais, c'est pour éviter la détection antivirale, qui souvent ne se fait pas en mémoire. Et puis ça laisse moins de traces en cas d'inforensique si le poste a été éteint. rebooté, ouais. Ah oui, donc par rapport à l'utilisation de cet objet Microsoft pour exécuter du code, si vous voulez le détecter, donc ça c'est plus pour le SOC, en fait on peut le détecter en détectant tous les processus enfants de MMC avec Sysmon de Cisternax. Et le dernier, sur la création d'un honeypot avec interaction élevée, contrairement à un low interaction honeypot. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup plus d'informations sur ce qu'a fait l'attaquant. Ça enregistre plus de choses. Ça c'est intéressant et c'est bien écrit aussi. Sur les honeypots, il y a deux startups israéliennes qui s'appellent Illusive Network, j'ai demandé son nom, pour retrouver si ça vous intéresse, qui propose en fait de créer un honeypot avec le réseau bureautique. En gros, ils prennent votre cache mémoire, ils injectent quelques patterns, ils font croire aux attaquants que ce sont de vrais identifiants d'admin, par exemple, des choses comme ça, des FTP avec des droits, et ils mettent quelques serveurs de détection pour justement taper ces choses-là. Et dès que l'attaquant va taper dessus, on sait qu'on s'est fait intruser et qu'il y a un type. C'est assez malin, et donc on ne parle pas souvent des potes, ça a beaucoup d'agréable. Ok. Bon, ça c'est pirater les pirates, enfin c'est pas vraiment les pirates, plutôt les auditeurs, Ouais. mais c'est une technique qui permet d'extraire les mots de passe de Nessus. Si vous avez réussi à compromettre un serveur sur lequel il y a, ou un poste sur lequel il y a un Nessus utilisé par des auditeurs par exemple, vous pouvez récupérer les credentials. Il y a toutes les procédures pour Windows, Linux. Et c'est l'occasion de dire que c'est une bonne idée de ne pas exposer son Nessus sur Internet quand on fait des scans depuis Internet, en tout cas son interface d'admin, et peut-être de s'en changer le mot de passe de sa Kali ou de s'assurer que SSH est bien désactivé. Pas toujours le cas. Alors. Bon, C'est une vraie citation. Je vais quand même lire la première citation, le CyberC pour les coups de pute. C'est un article finalement sur le fait que à la fois la France s'autorise maintenant à faire du la cyberattaque. Voilà. Je trouvais la citation quand même assez intéressante. Le deuxième, je ne sais pas s'il y a un intérêt. Et le troisième, c'est que sur un certain nombre de sites de drague en ligne, en fait, en un seul clic, vous validez beaucoup d'informations, et pour la CNIL, c'est trop. Il faudrait valider indépendamment un certain nombre de choses, parce qu'en fait, en un clic, vous validez toutes vos préférences, votre profil, les conditions générales, et je ne sais pas quoi encore. Ce qui est un peu trop pour la CNIL, et donc Attractive World et Mythic ont pris des amendes de quelques dizaines de milliers d'euros. Ça reste relativement faible quand même comme amende. Oui. Parce que je pense que ça coûte moins cher de rien faire, là. Même s'ils se reprennent une amende dans 6 mois. 10 000 €, ils ont 10 jours de prestat. Ouais. Ça c'est intéressant, c'est donc la FTC, donc la Direction Générale de la Concurrence américaine, qui est en train d'attaquer D-Link pour tous les problèmes de sécurité qu'ont eu les équipements D-Link. Je suis surpris qu'ils n'attaquent pas Netgear. Netgear, mais bon, c'est le début. Je pense que D-Link était pire, peut-être. Ouais. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que Netgear, sûrement suite à l'actualité de ces derniers mois, a décidé de lancer un bug bounty. Alors à la fois sur ses équipements et sur son cloud. Et alors, par contre, ce qui est surprenant, c'est que donc, la prime la plus élevée, c'est de 15 000 $. Et c'est 15 000 $ si vous arrivez à récupérer un flux vidéo d'un routeur ou accéder à les données du cloud. Si vous exécutez du code sur un routeur, je crois que c'est que 10 000 $. À vérifier, mais c'est moins que les autres. Ça c'est du, je sais pas, du pur troll apparemment. Enfin, je sais pas quel expert à Washington a fait des réunions avec Trump pour insister en disant qu'il fallait en gros une armée de 100 000 hackers américains d'ici 2020.
y a pas- Et uniquement des Américains. Oui. Oui. Il y a une petite actualité sur le mois de janvier, et puis aussi Arnaud et moi avons eu pas mal de charges de travail, ce qui fait que l'actualité est un peu plus courte que d'habitude. Mais... Conférence passée, donc Zero Night, on en a déjà parlé, BotConf aussi, Chaos Computers Club donc, en décembre, un compte rendu serait réalisé au prochain Afterwork de l'OCIR, dont je parlerai tout à l'heure. Prochaine conférence, donc Corinne et Fic en janvier, et donc la JSSI en mars, la meilleure de toutes les conférences, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais Martine s'est mise au journaliste. Et donc, c'est un article de CNN, enfin là, c'est pas l'article, c'est l'article qui parle de l'article, qui, pour illustrer donc, les hackers russes, prend des captures d'écran du jeu Fallout 4. C'est pas mal. Mais qui était plutôt bien faite. Hein. Ah oui, les captures d'écran étaient bien faites. Ouais. Ensuite, ça c'est intéressant, mais j'aimerais bien voir ça sur une Tesla. C'est quelqu'un qui teste USB Killer, c'est-à-dire c'est une petite clé USB, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a des condensateurs, qui se charge avec le port USB et se décharge d'un seul coup, donc fait du plus et moins 110 volts je crois, sur le port USB, ce qui fait claquer la plupart des équipements. Et donc là c'est une voiture, il le teste dessus et ça grille donc toute la partie audio de la voiture. Et je me demande sur une Tesla ce que ça donnerait. Et vu le prix de la Tesla, je ne le tenterai pas. T'es quoi? Tu demandes à l'essayer et puis tu la glisses. Oui voilà, c'est pas bête ça. Aller dans une concession et tester. Te faire trouver une famille en France, c'est pas évident. Si, Chambourcy, Chambourcy. C'est quoi hier IRC, tu connais pas IRC? C'est un logiciel de IRC en ligne de commande qui est le logiciel. T'as mis ça dans le troll? Ah oui? Ah oui, parce que c'est rigolo. Enfin, c'est troll d'hiver. Ouais, bon, comme chaque année, la seconde intercalaire a encore eu des effets de bord assez conséquents. Donc la seconde intercalaire, c'est le fait que... alors, c'est quoi? Enfin, en gros, les 365 jours ne suffisent pas à correspondre à la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc en fait, toutes les années, je crois maintenant, tous les 2 ans, on ajoute une seconde en fin d'année. Et donc on passe de minuit, enfin de 23h59 minutes et 59 secondes à 60 secondes, au lieu de passer à 0 directement. Et donc cette seconde intercalaire ajoutée crée des effets un peu étranges suivant les logiciels. Donc là c'est Cloudflare qui a eu des effets de bord un peu importants. En fait c'est parce que il faisait une vérification avec un égal au lieu de inférieur égal, et comme le résultat était négatif du fait de la seconde intercalaire, ça a fait tomber, je crois, leur DNS. Je sais plus. Non, c'est une toute petite partie. Ouais. C'est genre 10% de leur service. Il y a sûrement eu beaucoup d'autres effets de bord, mais ce qui est intéressant, c'est que Cloudflare au moins communique sur le sujet, et ça, c'est toujours intéressant. En fait, c'est parce qu'ils ont des protocoles internes pour comparer des temps de réponse, pour bien rediriger les requêtes. Et quand ils comparaient 2 temps de réponse, il y en avait un qui avait migré sur le nouveau temps et pas l'autre, et du coup, ça devenait négatif, effectivement. Une remarque au fond? Ils ont eu une communication exemplaire Ouais. avec une timeline très claire là-dessus. Et surtout aussi, pour eux, le bénéfice, c'est que c'est du code fluorescent. Ils n'ont pas connu les autres épisodes de seconde intercalaire. Ouais. Vous avez tout le crédit et leur bilan des prix et avec vous, bien plus de Et en plus, je crois que les ingénieurs ont identifié le truc en 24 minutes. Enfin, dans la timeline, c'est incroyable. Et au bout d'une heure, ils avaient déployé sur 80% de leur machine. Enfin, c'était vraiment... Bon, pour ceux qui sont allés très récemment ou qui vont aller aux États-Unis, maintenant, c'est facultatif, mais déclarer ses réseaux sociaux, enfin ses identifiants de réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ils te demandent des informations, et c'est pas facultatif. Ah bon? Ils te demandent quoi? Plein d'informations personnelles et les autres comptes de réseaux sociaux que tu as. Sur Facebook, entre autres. Oh, ça fait longtemps que je suis pas allé sur Facebook. Bon. Bon, et le dernier est aussi rigolo, c'est que en Grande-Bretagne, apparemment, il y aurait plus de 1000 ordinateurs et clés USB qui auraient été volés ou égarés sur 1 an et demi, c'est 2015-2016. Et c'est plutôt des ordinateurs de la défense. Apparemment, les ordinateurs et les clés USB seraient chiffrés. Mais bon, finalement, c'est rien. Enfin, c'est ce qui s'est passé en France avec la clé USB qui contenait les plans de l'Elysée qui étaient perdus. Finalement, c'est rien à côté de ça. Oui, ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même essentiellement des cambriolages qui ont abouti à ces vols.
Donc soit des cambriolages opportunistes, soit vraiment ciblés. Alors ça c'est bon. Donc pour vos prochains voyages, allez voir le pilote si vous êtes dans un Boeing 787 et demandez-lui s'il a rebooté le Boeing avant. Parce que maintenant dans les Boeing 787, on ne peut pas dépasser un uptime de 22 jours, sinon il y a une perte de contrôle momentanée de l'appareil. Ça remet pas en cause la sécurité des passagers. Non mais bon. Donc voilà. Non, Donc, c'est vrai. en gros, il faut C'est pas des rebooter- systèmes essentiels. On espère. Il faut rebooter l'avion tous les 21 jours. Donc voilà, vous pourrez demander au pilote la prochaine fois. Bon, le dernier, c'est tous les serveurs qui hébergent des sites de Trump. Sont pas du tout sécurisés, c'est du vieux Windows 2003, non à jour, enfin c'est une catastrophe. Et alors là, je vous laisse trouver l'erreur. Des petits exercices de début d'année. Ah oui, je pense que ceux du fond ont peut-être du mal à lire. Bah, l'erreur, c'est que déjà, cette personne te dit d'aller télécharger en HTTP un script SSH. Donc il faut que tu lui fasses confiance. Je sais plus où il le met. Il lui dit oui, il faut faire confiance au serveur. Et oui, donc un petit man in the middle, tu modifies le script SH et tu injectes ta propre commande et tu exécutes du code sur l'ordinateur de la personne qui fait ça. Il y a la commande YOLO pour ça. Oui. Et je crois que c'est mon... Ah non, et donc c'était les derniers slides sur l'actualité. Et comme l'année précédente, on va faire un petit récapitulatif de l'année écoulée, assez rapide. En gros, c'est un top totalement arbitraire des événements sécurité de l'année écoulée. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'était l'année 2016 ? Alors on peut se dire que c'était l'année qui confirme que la sécurité était un total échec. Donc copyright Nico. Les antivirus sont toujours bourrés de vulnérabilités, on l'a vu tout au cours de l'année et même encore aujourd'hui. Les routeurs SO, Netgear, D-Link sont aussi bourrés de vulnérabilités et facilement exploitables. Bon, les macro Office, ça reste un des vecteurs aujourd'hui majeurs de compromission avec une simple macro. Et puis PowerShell, qui est un outil à la base pour faire de l'administration, aujourd'hui est très utilisé par les hackers, auditeurs et criminels pour faire de la compromission et de la progression. Et Mirai, il est où? Ah bah, j'ai pas fini, il y a plusieurs slides. Donc est-ce que 2016 c'était l'année de l'amélioration de la sécurité? Un petit peu, parce que bon, c'est quand même l'année qui marque la fin de Flash par défaut dans les navigateurs. Oui, mais pas dans les sites. Non, mais déjà dans les navigateurs. Oui, bah bon, quand tu as un site qui est en flash, Bah, tu changes de mets site. ton flash dans le navigateur et puis voilà. Oui. Autre aspect, Signal est de plus en plus utilisé et tous les protocoles utilisés par Signal ont été publiés avec les documentations. Le chiffrement SSL TLS maintenant est accessible à tous avec des démarches comme Let's Encrypt ou Start SSL. En France, on a l'ALPM avec les arrêtés sectoriels et puis on a aussi PRIS et P10 qui commencent à avancer, donc voilà, ça s'améliore un petit peu. Le règlement européen sur la protection des données personnelles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On en reparlera dans un an. Ouais. C'est bon, On en reparlera en janvier 2018. Donc, est-ce que 2017 c'est l'année des records de vulnérabilité 2016 pardon, potentiellement, parce qu'Android cette année cumule quand même 523 vulnérabilités. avec beaucoup d'Android. C'est beaucoup. Oui, Flash, sachant que personne n'a un Android à jour, quoi. ouais, Flash 266. Beaucoup ne sont jamais corrigés. Alors un point quand même important, parce que j'ai eu une remarque d'une personne travaillant chez Google, vous devinez qui. La plupart des vulnérabilités Android, quand on regarde, sont pas critiques. Comparé à de l'iPhone, en fait, alors, je sais plus si c'est élévation de privilège ou exécution de code, il y en a en gros 70 dans les deux cas. Si on compare Android à iOS, c'est à peu près similaire. Mais voilà. Mais bon, le chiffre est quand même impressionnant et puis j'avais envie de sortir un gros chiffre. On a aussi Internet Explorer et Edge qui ont un certain nombre de vulnérabilités, mais surtout qui cumulent quasiment une cinquantaine de vulnérabilités communes sur l'année. Ce qui est conséquent pour deux navigateurs dont le second est censé avoir un code neuf. On peut peut-être aussi dire que 2016 c'est la dernière année où on parlera de CVE. Parce que finalement le MITRE qui était censé coordonner tout ça, il me semble ne le fait plus. Et pour tous les produits qui sont hors
choses très standards, type Windows et autres, pour avoir essayé de reporter des vulnérabilités, ils disent ça nous intéresse pas, quoi. Donc on est en train de perdre cet identifiant unique qui permet d'identifier les vulnérabilités, ce qui est un peu dommage. Bon. Sinon, est-ce que 2016 c'était l'année des rançongiciels? Un petit peu, parce que cette année, avec Dridex, Loki et tous leurs cousins, il y a eu énormément d'infections avec des rançongiciels et beaucoup d'argent à la clé pour les criminels. Est-ce que 2016 aussi c'était peut-être l'année des backdoors? En partie, un peu comme 2015, donc bon, je vous en ai mis quelques-unes, Fortinet avec son compte caché, Armand Cardon avec ses solutions de visioconférence avec des comptes cachés. Le premier c'était Black Widow, et quand on leur a dit qu'il y avait une backdoor, ils l'ont juste renommé en I Am Batman. Bon, c'est pas une backdoor ça. Il y a aussi, on en a parlé rapidement tout à l'heure, les fameux 700 millions de smartphones chinois pré-backdoorés et vendus aux États-Unis, ou encore toutes les portes dérobées sur les caméras Sony. Bon, voilà. Est-ce que 2016 c'était l'année des vulnérabilités des librairies multimédia? Peut-être un peu, avec la fameuse vulnérabilité sur Stagefright, la librairie multimédia Android, qui permettait de l'exploiter en envoyant un simple MMS ou un mail. Il y a à peu près la même chose sur iOS avec Core Graphics, ou sur système Linux ou Windows avec Image Tragique, qui exploitait une vulnérabilité d'image vectorielle sur Image Magique. Est-ce que 2016 c'était l'année des agences gouvernementales? Bah, pourquoi un petit peu. Donc en France, les boîtes noires ne devraient pas tarder. La DGSI va utiliser Palantir pour faire de l'analyse de toutes ces données. Et le FBI a trouvé des moyens de déchiffrer les iPhones sans l'aide de la NSA et sans l'aide d'Apple. Aussi, on peut se dire que 2016 ça a été l'année des piratages massifs. Il y en a beaucoup, j'ai pas tout mis, j'ai essayé d'en mettre pas mal par ordre décroissant. Donc ça a commencé avec le FBI et le DHS, avec 30 000 comptes, bon, Panama Papers, tous les citoyens turcs. La base a été publiée, de tous les citoyens turcs, avec nom, prénom, adresse, lien de parenté, c'est pas mal. Bon, le Parti démocrate américain, ça on en a beaucoup parlé. Swift aussi, avec pas mal de vols de millions d'euros. Heureusement que les criminels ont fait une faute d'orthographe et n'ont pu récupérer que 80 millions et pas 900 millions comme ils avaient essayé de le faire. Et malheureusement, ils ont fait une faute d'orthographe dans le nom de la banque destinataire du virement. Donc ça a été rejeté par le réseau Swift. Je pense que le gars aujourd'hui est enterré au fond de... Je sais pas où, enfin... Non, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que le gars d'origine avait fait ils ont pris 86 millions sur 980 à l'origine. Le but du jeu était de faire le milliard. Et Oui. il a envoyé, on peut le dire maintenant, il y a la prescription, à la Deutsche Bank un virement qu'il a fait par petit bout, il a fait un lotissement. Il a envoyé 16 millions. Et c'est pas qu'une faute d'orthographe, il y avait des problèmes de syntaxe. Et la Deutsche Bank a renvoyé au pirate qui était encore connecté sur le système de la Banque du Bangladesh le mail n'est pas conforme, merci de corriger tel point, tel point, tel point, tel point. Et le mec est passé de 16 à 32, parce que comme il a poussé, et les 32 millions sont partis carrés. Et aujourd'hui, il y a plus de 150 millions qui ont été détournés via les arnaques Swift sur les différents organismes. C'est super rentable. Donc il y a eu aussi presque piratage de DAO, qui est donc un espèce de fonds d'investissement interne à la crypto-monnaie Ethereum, presque réussi, de 50 millions de dollars. Le truc porno X-Hamster, Capgemini, etc. Je vais directement passer au dernier, enfin au premier, je sais pas si LinkedIn dont on a parlé tout à l'heure avec 167 millions de comptes. Et je vais aller directement à Yahoo. Au début c'était 500 millions de comptes et apparemment au final ce serait 1 milliard de comptes qui ont été volés. Je sais plus si c'était en 2014 ou 2013. Enfin, 2013. 2013, voilà. Bon, bravo Yahoo, vive la sécurité. Donc est-ce que aussi 2016 c'était l'année de la publication et des piratages des attaquants ou des entreprises plus ou moins étatiques? Oui, un petit peu, avec la NSA et Equation Group, dont un certain nombre d'outils datant de 2013 ont été publiés par potentiellement des Russes. Celebrite qui avait ses outils à disposition sur internet par un revendeur alors que normalement ça n'aurait pas dû être le cas. Ou NSO Group. NSO Group, c'était la backdoor qui ciblait iOS, je crois. Je crois que c'est ça. Une backdoor qui ciblait iOS. Et c'était les États arabes unis qui avaient voulu espionner un dissident politique. Donc, et le gars s'est douté de quelque chose et a renvoyé le SMS qui pointait vers un lien qui exploitait plusieurs vulnérabilités. Il l'a renvoyé à un labo d'une université qui était spécialisé dans l'analyse des codes offensifs de ce type-là. Et donc, ils ont repéré le malware. Et puis, voilà.
Alors est-ce que c'était tout ça 2016? La réponse est non. 2016 c'était surtout l'année des attaques massives des IoT et la découverte que les IoT ou les objets connectés sont une véritable menace. Bon, déjà les gens se sont rendus compte qu'au niveau sécurité c'était vraiment le niveau 0 de la sécurité, les IoT. Il y a des comptes par défaut, des clés SSH par défaut, où c'est pas du tout chiffré. Le système d'exploitation qui est sur les IoT n'embarque quasiment aucune sécurité moderne. Des systèmes d'exploitation comme la répartition stochastique, je sais jamais le dire en français, la randomisation de la mémoire. Je crois que c'est la répartition stochastique de la mémoire en On peut français. demander aux personnes là-bas qui doivent savoir. Non Ou les solutions de protection de la pile pour ne pas la rendre exécutable. Donc ça n'embarque pas ça. Il y a eu aussi les fameux dénis de service sur DIN et OVH, avec des records en termes de bande passante. Et on en parlait tout à l'heure, effectivement, la publication du code source de Mirai. Donc on dit botnet, mais moi je préfère l'appeler un ver, parce que finalement c'est un code autonome qui se réplique, donc c'est plus proche du ver, qui a été publié sur GitHub et qui a permis de réaliser apparemment ces attaques. Ou encore l'attaque massive des routeurs de Deutsche Telekom, coupant quasiment 1 million, ouais, c'est ça, de routeurs, parce qu'il y avait un port en écoute qui recevait des requêtes non authentifiées SOAP et qui permettait d'exécuter du code. Donc voilà. Ou alors qu'il y avait des logins de mot de passe par défaut. Ça c'était plutôt Mirai. Donc voilà, l'année 2016 c'était plutôt ça. Et je vais reprendre un slide que je vous ai déjà présenté en fin décembre, mais pour vous souhaiter une très bonne année 2017, une très bonne année des IoT. J'adore cette photo. Après, faut pas être trop pessimiste non plus sur les IoT. Hein. Il y a des choses qui sont. Enfin, je pense en tant que consommateur, on peut choisir des produits qui sont plus ou moins sécurisés. Il faut se renseigner avant, quoi. Ouais. Et peut-être pas acheter le moins cher. Et se renseigner où? Parce que se renseigner où, ils savent pas. À l'OCIR. En fait, ceux qui sont piratés sont quand même publiquement. Enfin, ouais, en général. Pas tous, hein, évidemment, mais il y a des constructeurs qui font les choses bien aussi. Et donc, prochain rendez-vous de l'OCIR. Donc, la prochaine réunion de l'OCIR aura lieu le mardi 21 février. Je check juste les autres pour voir si c'est la bonne date. Non, c'est ce qu'on avait validé, c'est après les vacances scolaires. Pour une fois, ce ne sera pas le second mardi du mois. Et le prochain afterwork à la fin de ce mois-ci, donc le 31 janvier, avec un compte rendu de la conférence CCC. Tu peux rappeler le lieu? Et ce sera au bar La Coloc, à côté de Bourse. Donc plutôt dans le centre de Paris. Et donc la bière est une réponse, mais le problème c'est que je ne me souviens plus de la question. Et si vous avez des idées d'illustration de ce type-là, ou des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Des questions. Faut que tu mettes une adresse parce qu'il est marqué contactez-nous, mais. On met là? Ah, contactez-nous maintenant. Ah oui, non, mais, allez pas me spammer de mail. Non, mais si, vous pouvez, effectivement, il n'y a pas d'adresse mail, mais vous pouvez nous contacter si on a oublié des éléments, des articles intéressants, des choses comme ça, vous pouvez nous les envoyer. On vous retrouvera. Et voilà. Merci.